Je vais donc commencer. Un mot peut-être juste un mot sur le séminaire. Quand Roland Cher nous a dit que le collège nous proposait à Daniel Hervieux-Léger, à Emmanuel Hirsch et à moi-même de réfléchir à un séminaire, à une série de séminaires sur le thème de qu'est-ce que mourir, la question, la façon dont en tout cas pour moi, cette question s'est formulée, c'est qu'est-ce que vivre ? C'est-à-dire qu'est-ce que vivre dans la dimension la plus complète de la vie, c'est-à-dire celle qui comporte aussi cette dimension intrinsèque et inéluctable qui est la mort. Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne directement donc le séminaire de ce soir. Donc j'ai intitulé les dialogues entre la vie et la mort, une nouvelle vision du vivant en biologie. Donc il s'agit de biologie, il s'agit de science, mais ce que je voudrais que vous gardiez à l'esprit pendant que je vais vous parler, c'est que la science est une activité vivante, collective, humaine, cérébrale, et que donc ça n'est jamais à un moment donné que la meilleure représentation que nous ayons de la réalité, et cette représentation est sujette à changement. Autrement dit, les connaissances en science ne sont pas simplement des réponses, c'est aussi le socle sur lequel surgissent les questionnements de demain. Et plus les choses changeront demain, et plus ça veut dire que la science sera riche. Pour terminer sur ce point, un des pères de la physique moderne, et en particulier de la mécanique quantique, Niels Bohr, disait que la physique n'est pas la science qui décrit le comportement de la matière, mais la science qui décrit la manière dont les physiciens se représentent le comportement de la matière. Et donc c'est vrai pour toutes les sciences, c'est vrai pour la biologie, et c'est vrai en particulier quand la biologie s'intéresse de près à un sujet qui a des résonances intimes, émotionnelles, affectives, culturelles, aussi fortes que la mort. Donc ce que je vais essayer de discuter avec vous, c'est la nature des relations que la vie entretient avec la mort. Et vous savez qu'une idée prédominante, et longtemps prédominante, est que la seule relation qui lie la vie et la mort est celle d'un antagonisme absolu, d'une opposition radicale. En d'autres termes, que la vie n'a pu se développer que contre la mort, malgré la mort, en dépit de la mort. Il y a plus de 2 siècles, le physiologiste et médecin Xavier Bichat définissait, exprimait cette pensée en définissant la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, et des philosophes plus proches de nous comme Vladimir Yankelevitch exprimaient cette même idée de manière liminaire en disant quant à la mort, elle n'implique aucune positivité d'aucune sorte, le vivant est aux prises avec sa stérile et mortelle antithèse, la mort est le pur, l'absolu empêchement de se réaliser. Donc la question que je vais discuter avec vous, c'est est-ce que cet antagonisme absolu, est-ce que cette antinomie résume à elle seule l'ensemble des relations qu'entretient la vie avec la mort ? Vous savez qu'il y a une autre idée qui court à travers le temps, qui a été exprimée par des gens comme Lucrèce, qui a été repris par exemple par Ronsard quand il dit « Ce qui fut se refait, tout coule comme une eau ». La forme se change en une forme nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle, et mourir quand la forme en une autre s'en va. Donc il y a cette idée complémentaire, conjointe, d'une fluidité, d'une continuité, d'une ambiguïté des frontières entre la vie et la mort. Et pour aborder cette question, on va changer, où je vais vous demander de changer un peu de perspective, c'est-à-dire de nous considérer, chacun d'entre nous, de 2 façons différentes et complémentaires. La première façon, c'est celle qui nous est commune, celle qui nous est habituelle, celle du sentiment de notre unicité, qui consiste en fait à nous considérer comme des individus, c'est-à-dire d'un point de vue étymologique, comme des entités irréductibles et indivisibles. Et d'un autre côté, dans le même temps, nous savons que nous sommes des paysages pointillistes, c'est-à-dire que comme l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, nous sommes composés de cellules, invisibles à l'œil nu, et qui sont en fait les entités universelles de la vie, qui sont capables de trouver leurs ressources dans leur environnement et de se reproduire en se dédoublant. Vous savez que c'est sous forme de cellules que la vie s'est propagée depuis environ 4 milliards d'années, et que c'est sous forme d'une cellule que nous venons au monde, une cellule œuf fécondée. Et cette cellule va se transformer petit à petit en une nébuleuse qui va comporter des dizaines de milliers de milliards de cellules.
qui vont constituer notre corps et permettre l'émergence de notre esprit. Et pour cette raison, une des façons de s'interroger sur la vie et la mort et de s'interroger sur notre vie et sur notre mort consiste à s'interroger sur ce qui détermine la vie et la mort des cellules qui nous composent. Et pendant longtemps, l'idée a été que la disparition de nos cellules, comme notre propre disparition en tant qu'individu, ne pouvait résulter que de destruction, d'accidents, d'usure, d'agression de l'environnement, autrement dit, d'une incapacité intrinsèque de tout ce qui est vivant à persister au-delà d'une certaine durée. Et la réalité s'est révélée progressivement comme étant plus complexe, et ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir aujourd'hui, de manière simple, c'est que l'ensemble des cellules qui nous composent possèdent en permanence la capacité de déclencher leur autodestruction et de disparaître en quelques heures. La notion complémentaire et importante, c'est que la survie de chacune de ces cellules dépend en permanence de leur capacité à trouver dans l'environnement de notre corps les molécules, les signaux qui leur permettent de réprimer le déclenchement de cette autodestruction. En d'autres termes, une cellule qui a vécu 1 heure, 1 semaine ou 1 mois est une cellule qui a réussi pendant 1 heure, 1 semaine ou 1 mois à réprimer le déclenchement de son autodestruction. Et inversement, la quasi-totalité des cellules qui disparaissent à chaque instant dans notre corps meurent de manière prématurée, c'est-à-dire avant l'heure d'une incapacité intrinsèque à persister et à se prolonger au-delà. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est à partir d'informations qui sont contenues dans nos gènes, donc dans leurs gènes, que nos cellules fabriquent à la fois les exécuteurs qui leur permettent de déclencher leur fin et les protecteurs moléculaires qui leur permettent, pendant un certain temps, de neutraliser ces exécuteurs. Et ces notions ont amené à un changement, au moins au niveau cellulaire, de la notion même de vie, c'est-à-dire que la vie, qui est un événement qui nous paraît à l'évidence un phénomène positif, semble résulter en permanence de la négation d'un événement négatif, l'autodestruction. La vie qui nous paraît un phénomène à l'évidence individuel, je vis, est un phénomène qui est d'ordre collectif, c'est-à-dire que la présence des autres est nécessaire à chaque cellule. Autrement dit, nous sommes des sociétés de cellules dans lesquelles chaque cellule vit en sursis et dans laquelle aucune cellule ne peut vivre seule. Si la présence de la collectivité est nécessaire à la survie de chacune de ces composantes, elle n'est pas obligatoirement suffisante, et donc un grand nombre de cellules meurent prématurément chaque jour, et cette mort fait partie des mécanismes qui nous permettent d'exister. Donc de manière apparemment contre-intuitive, paradoxale, c'est la fragilité, la précarité de nos cellules, de nos composantes, leur sursis permanent, qui crée une forme d'interdépendance absolue, aucune ne peut se passer d'une autre, et qui est une des sources de notre existence, de notre pérennité, de notre capacité à nous construire et à nous reconstruire en permanence. Ces données, depuis une dizaine d'années, ont changé la façon dont nous nous représentons le fonctionnement de nos corps, ont changé les conceptions sur la cause d'un certain nombre de maladies, ont commencé à modifier la manière dont nous percevons le vieillissement et ont commencé à changer un certain nombre de notions en ce qui concerne l'évolution du vivant qui nous a donné naissance. Et puis, de manière parallèle, ça a changé un peu aussi certaines notions sur la mort elle-même, c'est-à-dire que, à l'image un peu ancienne de la mort comme une faucheuse qui vient du dehors pour détruire, s'est substitué, au moins au niveau des cellules, l'image d'un sculpteur qui est à l'intérieur même du vivant et qui lui donne forme et complexité, un peu de la manière dont un sculpteur crée la forme, non pas seulement parce qu'il ajoute à la matière, mais parce qu'il en retire. Et pour vous montrer le rôle de ces mécanismes et l'importance de ces mécanismes de mort cellulaire prématurée, il faut savoir que ces phénomènes de mort commencent dès le début de notre existence, c'est-à-dire dès la période du développement de l'embryon. Si j'arrive à me passer. Donc les phénomènes de mort commencent dès
longtemps avant ce stade que vous voyez représenté ici, dès le début du développement embryonnaire, et c'est au cours du développement embryonnaire, par l'étude du développement des embryons, que d'une manière historique a débuté la discipline, l'interrogation scientifique sur les phénomènes de mort cellulaire normaux ou physiologiques. Autrement dit, il y a 150 ans environ, quand l'apparition de microscopes assez puissants a permis de montrer que tous les corps des animaux et des plantes étaient formés de cellules et qu'est née ce qu'on appelle la théorie cellulaire, autrement dit que tous les corps sont formés de cellules et que chaque cellule a pour origine une autre cellule, que les biologistes se sont aperçus aussi, autour des années 1850, qu'il y avait au cours, dans les embryons de différentes espèces, des phénomènes de mort cellulaire. Et ces phénomènes ont été considérés comme très surprenants, puisque l'idée de mort était associée à l'idée d'accident, de maladie ou de vieillissement. Que par définition, un embryon n'est pas vieux, c'est la forme de l'être vivant la plus jeune, et que dans beaucoup d'espèces, il est protégé des agressions extérieures, et en particulier des maladies qui peuvent être causées par l'environnement. Et donc ce phénomène a été pour la plupart des scientifiques de l'époque considéré comme extrêmement difficile à comprendre, ce qui explique quelque chose qui arrive souvent en science quand on ne comprend pas une observation, à savoir que ces phénomènes ont été découverts, décrits, publiés, oubliés, redécrits et republiés de manière indépendante quelques années plus tard, et qu'entre 1850 et 1950, ils ont été donc publiés et oubliés plus d'une vingtaine de fois. Alors c'est un phénomène intéressant d'une manière générale en sciences. Vous savez peut-être que le philosophe des sciences Thomas Kuhn a écrit que les révolutions scientifiques commencent par la découverte d'une anomalie qui remet en cause les schémas conceptuels qui sont l'ossature intellectuelle d'une science à une époque donnée. Il y a une dizaine d'années, des épistémologistes américains ont posé la question de la manière suivante: quand commence une anomalie, autrement dit, quand est-ce qu'une communauté de scientifiques s'aperçoit qu'un fait nouveau représente une anomalie qui remet en question les représentations et les schémas conceptuels? Et ils ont montré dans toute une série d'exemples, le système solaire de Ptolémée, la théorie de l'évolution des espèces, la théorie de la tectonique des plaques, que très souvent, une anomalie qui ne cadre pas avec un cadre conceptuel à une époque n'est pas du tout utilisée pour essayer de transformer ce cadre conceptuel, mais est au contraire oubliée et mis de côté, jusqu'à ce qu'une nouvelle théorie et un nouveau cadre conceptuel permettent de l'y inclure et de lui donner rétrospectivement une valeur de preuve de validité de ce nouveau modèle, ce qu'ils ont appelé des phénomènes de reconnaissance a posteriori. Autrement dit, on reconnaît l'anomalie uniquement à partir du moment où on est capable de l'expliquer. Et donc c'est ce qui s'est passé pour les phénomènes de mort cellulaire pendant un siècle, bien qu'un grand nombre des scientifiques qui les aient décrits au cours du développement embryonnaire les aient décrits en posant des questions extrêmement lucides qui répondent à certaines des questions contemporaines et apporter des réponses qui résonnent avec certaines des réponses contemporaines qu'a apporté la biologie. Au niveau des années 1950, pour la première fois, ces phénomènes sont devenus pris en compte dans la petite communauté de biologistes qui travaillaient sur le développement des embryons, parce qu'ils devenaient explicables, pour la première fois, non pas en ce qui concerne les événements qui les causaient, mais le rôle possible qu'ils pouvaient jouer dans la construction de l'embryon. Et le rôle qui est apparu au milieu du siècle dernier, c'est un rôle dans la sculpture de la forme en devenir de cet embryon qui est en train de se métamorphoser. Et une des illustrations les plus spectaculaires de ce rôle de la mort dans la sculpture de la forme, ce qu'on appelle la morphogénèse, c'est l'émergence des bras, des jambes, des mains et des pieds. Vous savez que les bras émergent comme des bourgeons au niveau du corps, et puis qui vont petit à petit se développer. Et c'est la mort cellulaire qui, en éliminant une partie périphérique, va leur donner leur forme. Ensuite apparaissent les mains et les pieds, et les mains et les pieds apparaissent sous la forme de moufles, c'est-à-dire il y a des tissus qui joignent les doigts, et puis des phénomènes de mort cellulaire vont brutalement survenir dans ces tissus,
et les doigts vont être individualisés. Vous savez que les pattes des mammifères et des oiseaux terrestres ont des doigts individualisés, que les pattes des oiseaux et des mammifères aquatiques ont des pattes palmées, ce qui, dès les années 50, a fait penser à deux choses. La première, qu'il y avait peut-être un rapport entre ces phénomènes de mort cellulaire et les gènes, puisque des espèces, des individus se développant dans des espèces différentes avaient manifestement une façon de déclencher ou de ne pas déclencher la mort qui leur était propre. Et la deuxième, ça a été de penser que les variations aléatoires sur ces phénomènes de mort étaient sans doute un réservoir puissant dans lequel l'évolution avait pu puiser pour ou dans le cadre de l'apparition de nouvelles espèces. Alors c'est de loin pas le seul rôle, s'il a été le plus visible parce qu'il concerne la forme externe, ce n'est pas le seul rôle de la mort cellulaire. La mort cellulaire joue un rôle important dans ce qu'on peut appeler la sculpture de la forme interne. Dès les premiers jours qui suivent la conception, au moment où l'embryon n'est formé que d'une centaine de cellules, à l'intérieur desquelles sont ces fameuses cellules souches embryonnaires dont on parle tellement aujourd'hui, puisque ce sont ces cellules qui ont la potentialité de se transformer dans n'importe laquelle des familles des cellules de notre corps. Au moment donc où c'est une petite boule d'une centaine de cellules, la mort d'un certain nombre de cellules au centre de la sphère va permettre les remaniements de forme de cette boule et la transformation de ces cellules qui pour l'instant sont indistinctes et toutes semblables dans les trois premières familles de cellules qui vont construire notre corps, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Donc un rôle très très précoce avant même que toute forme ne soit distinguable dans l'embryon. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un rôle phylogénique, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la mort participe à ce qu'on peut appeler la récapitulation ou des variations sur la récapitulation des transformations qui nous ont permis d'émerger à partir de nos ancêtres les plus lointains. Je m'explique. La queue de nos ancêtres singes apparaît dans le corps de l'embryon humain, puis les cellules qui la composent meurent et elle disparaît. Nos reins apparaissent d'abord sous la forme de pronéphros, c'est-à-dire du rein que nous partageons avec nos ancêtres poissons et batraciens. Et puis la quasi-totalité de cet organe ancestral s'autodétruit, disparaît et émerge simplement un petit bourgeon qui va donner naissance à nos reins de mammifères. Et puis la mort sculpte les trous de nos organes creux et puis elle remodèle nos os, etc. En dehors de ce rôle de sculpture de la forme, il y a ce qu'on pourrait appeler un rôle de sculpture de l'identité ou de l'altérité, de l'individuation à l'intérieur d'une espèce. Chaque embryon humain, comme beaucoup d'embryons animaux, y compris d'embryons de plantes, naissent avec les ébauches des organes génitaux des deux sexes. Et ensuite, en fonction du sexe génétique de l'individu, les ébauches du sexe opposé vont mourir et disparaître. Dans certaines espèces animales, ces phénomènes ne touchent pas que les organes génitaux, mais touchent aussi le système nerveux et le cerveau. Et donc, par exemple, chez certains oiseaux, dans lesquels certaines zones cérébrales sont particulièrement impliquées dans le champ nuptial chez le mâle, les cellules nerveuses qui correspondent à cette zone vont mourir au cours du développement embryonnaire de l'oiseau femelle. À quoi sont dus ces phénomènes de mort cellulaire? Dans les années 60, un embryologiste qui étudiait le rôle de la mort cellulaire dans le développement, non pas des bras, mais des ailes de poulet, s'aperçoit et décrit quelque chose qu'il nomme une horloge de la mort, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'au moment où, dans la zone qui correspond au niveau de l'aile, les cellules vont commencer à mourir, si on les retire de l'aile avant que la mort ne commence, les cellules vont mourir même à l'extérieur de l'aile, comme si la mort était déjà débutée, il y avait une horloge qui donnait le temps qui restait à vivre. Mais il s'aperçoit aussi que s'il prend ces cellules et qu'il les met dans une autre région du corps, qui ne va pas, dans lequel les cellules ne vont pas mourir, mais qui est proche, à ce moment, les cellules vont survivre. Autrement dit, les cellules ne sont pas prédéterminées à mourir ou à survivre au cours du développement embryonnaire. C'est en fonction du contexte dans lequel elles se trouvent
qu'elles vont survivre ou mourir. Et puis, quelques années plus tard, à la fin des années 60, des mêmes résultats sont obtenus, cette fois dans une forme extrêmement spectaculaire de développement embryonnaire, qu'on appelle la métamorphose, qui a lieu chez les batraciens, la transformation du tétard en grenouille, qui a lieu chez les insectes, la transformation de la larve en insecte adulte, et dans laquelle toute une série de tissus d'organes vont mourir au moment où l'individu se transforme en adulte. Par exemple, chez le tétard, la queue va disparaître et un certain nombre d'autres organes. Et donc apparaît que la disparition, la mort des cellules de la queue du tétard est dépendante de la sécrétion d'hormones, en l'occurrence l'hormone thyroïdienne. La même chose dans la métamorphose des insectes. Et donc, ça n'est pas simplement le contexte régional de l'endroit géographique, de l'endroit où se trouve la cellule qui va déterminer sa vie ou sa mort, mais aussi les signaux, les molécules qui parcourent le corps. Et dans ce cas, il va s'agir d'une régulation temporelle, mais au niveau de l'ensemble du corps. L'illustration la plus spectaculaire des potentialités que confère à un embryon le fait que la vie ou la mort d'une cellule soit couplée à la nature des interactions que ces cellules ont avec son environnement, a émergé des connaissances sur la manière dont se développent chez l'embryon nos deux organes les plus complexes, le cerveau et le système immunitaire, dont vous savez que c'est l'organe qui nous permet de nous défendre contre les microbes et contre les infections. Un exemple, les choses se passent de la même façon dans ces deux organes. Vous savez que ce sont des organes complexes parce que ce sont des organes qui nous permettent, qui partagent en particulier à des niveaux assez différents, des propriétés telles que de distinguer le soi du non-soi, c'est-à-dire en fait d'une certaine façon d'étiqueter l'identité ou de permettre la reconnaissance de l'identité du corps, et ce sont deux organes qui sont dotés de mémoire, donc de la capacité de répondre différemment la deuxième fois, lors d'une deuxième rencontre, que lors de la première. Alors, au niveau du cerveau, deux mots. Vous savez que notre cerveau adulte est constitué d'environ 100 milliards de cellules nerveuses qui sont chacune directement ou indirectement reliées à plusieurs milliers d'autres cellules, dont la plupart sont des cellules nerveuses. En d'autres termes, il y a plusieurs centaines de milliers de milliards de connexions, de synapses dans notre système nerveux, et ce sont ces connexions qui donnent ces capacités tout à fait étonnantes à notre système nerveux et à notre cerveau. Nous avons entre 30 000 et 40 000 gènes, et donc il est impossible matériellement à 40 000 gènes de cartographier de manière précise à l'avance plusieurs centaines de milliers de milliards de connexions. Et donc ces connexions vont se créer au cours d'un processus dans lequel, ce sont des processus qu'on appelle des processus d'émergence de la complexité ou d'auto-organisation, dans lesquels le hasard et la mort vont jouer un rôle extrêmement important. Ce qui se passe au cours du développement embryonnaire, c'est que chaque cellule nerveuse, à un moment de son existence, va émettre de longs prolongements, comme une espèce de canne, qui va commencer à voyager à la recherche de partenaires, et ce prolongement est attiré par des substances, des molécules que sécrètent ces partenaires et qui vont guider en fait le voyage de ce prolongement. Et puis il y a une sophistication un peu plus, une deuxième contrainte, c'est que certains des territoires que ces prolongements vont traverser émettent des substances qui au contraire repoussent les prolongements, et donc vous avez un balisage grossier, aller vers et ne pas pouvoir aller dans certaines directions. Au moment où ces prolongements vont établir une connexion avec un partenaire, plus de la moitié des cellules nerveuses qui participent à ces rencontres, à ces connexions, vont mourir. Alors pourquoi est-ce qu'elles meurent? Parce qu'il faut, au moment où ces connexions s'établissent, que la cellule nerveuse ait reçu par l'intermédiaire de son prolongement certaines molécules qui sont nécessaires à la répression de son autodestruction. Si l'interaction ou la connexion n'est pas étroite, ces molécules qui diffusent peu et qui sont en petite quantité ne pourront pas être reçues en quantité suffisante. En gros, de manière finaliste, ce qu'on
appelle a posteriori des neurones inutiles, c'est-à-dire des neurones qui auraient mal fonctionné parce que leurs connexions ne sont pas étroites, disparaissent au moment où ils font la preuve de caractères relativement inutiles de leur connexion. Inversement, vous savez que vous avez des trajets qui peuvent prendre plusieurs jours et vous avez des partenaires qui sont situés à des endroits assez éloignés de la cellule nerveuse qui établit ces connexions, et donc on peut se tromper en chemin. Lorsque une cellule nerveuse établit une connexion avec une cellule qui n'est pas sa partenaire, cette cellule va mourir. Pourquoi? Parce que parmi la dizaine ou la plus d'une dizaine de molécules qui sont impliquées dans la répression de l'autodestruction, chaque cellule fabrique une combinaison particulière. Et donc une cellule nerveuse qui s'est connectée avec une cellule qui n'est pas son partenaire recevra une combinaison de facteurs de survie, mais qui n'est pas celle qui lui est nécessaire pour réprimer son autodestruction. Et donc toutes les connexions qu'on peut appeler là encore de manière rétrospective et un peu finaliste dangereuses s'éliminent au moment où elles font la preuve de leur caractère inapproprié ou dangereux. Donc quand on vient a posteriori, toutes les connexions, les centaines de milliers de milliards de connexions fonctionnent et se font entre partenaires capables de dialoguer, non pas parce que tout cela a été prévu sur un plan d'architecte extrêmement précis, mais tout simplement parce que ce que font les cellules, la nature de leurs interactions, est couplée à leur survie et à la mort. En gros, toutes les connexions qui n'étaient pas capables de fonctionner ont disparu. Donc ce sont des phénomènes qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, des phénomènes d'auto-organisation, des phénomènes basés sur des interactions itératives, partenaire par partenaire, et sont aussi des phénomènes qu'on appelle, en ces temps où on parle beaucoup de déterminisme génétique, des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire qui se passent en aval des gènes, à côté des gènes, au-delà des gènes, et qui ne sont pas spécifiés de manière précise par les informations génétiques. Ce sont des phénomènes qui ressemble, et ça a dû vous apparaître, aux grandes lois darwiniennes de la sélection naturelle. Autrement dit, il y a génération aléatoire de diversité, des cellules vont à la rencontre un peu au hasard d'autres cellules, et puis il y a des phénomènes de restriction qui sont liés à la disparition d'un certain nombre de cellules qui n'ont pas réussi à établir ces connexions. C'est donc quelque chose qui suit les lois classiques de l'évolution, mais avec des particularités. La première particularité, c'est que toutes ces cellules sont génétiquement identiques. Elles participent à la construction d'un même individu. Et il ne s'agit pas donc d'une compétition ou d'un conflit entre des individus différents, il s'agit de modalités d'interaction entre des cellules qui partagent un destin commun. La deuxième différence est qu'il ne s'agit pas de rapport entre des prédateurs et des proies, il s'agit de phénomènes d'autodestruction dans lesquels la disparition de la cellule vient d'une potentialité à disparaître et non pas du fait qu'elle est détruite ou tuée par l'extérieur. Donc des phénomènes qui ressemblent aux grandes lois de l'évolution, mais avec des particularités. Ces phénomènes ont reçu le nom de phénomènes de suicide cellulaire. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des années 60, il s'est avéré que dans certaines circonstances, comme par exemple la disparition de la queue du tétard au moment de la métamorphose, dans certaines circonstances, quand une cellule allait mourir, si elle était traitée par des produits, par des substances qui bloquent la capacité de la cellule à lire et à utiliser ces informations génétiques, ou qui bloquent sa capacité à fabriquer à partir de ces informations génétiques des outils, des protéines, des enzymes, alors la cellule, au lieu de disparaître, survivait. D'où la notion que la cellule consulte ces informations génétiques et que cette consultation est nécessaire pour que la cellule meure et que donc que la cellule participe activement à son autodestruction en réponse à des signaux qui lui viennent de son environnement. Alors étymologiquement, il s'agit d'un terme exact. Suicide veut dire se tuer. Et la cellule utilise des outils qu'elle a fabriqués pour déclencher son autodestruction. D'un autre côté, c'est un terme qui est extrêmement ambigu, qui a des résonances anthropomorphiques extrêmement importantes. Et comme vous le savez, Albert Camus commençait
le mythe de Sisyphe par ces mots en disant que le seul problème philosophique vraiment sérieux, c'était le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d'être vécue, c'est répondre à la question essentielle de la philosophie, et que le reste vient après, ce sont des jeux. Et donc c'est assez à la fois fascinant et gênant d'imaginer qu'à chaque instant dans un corps, des cellules se posent des questions philosophiques, c'est-à-dire se demandent si elles doivent ou pas se tuer. Donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a d'autres façons d'aborder ces mécanismes, et l'une en particulier consiste à faire un détour par les mythes grecs et ce que Roland Cher évoquait tout à l'heure, Homère. Et à vous rappeler que dans l'Odyssée, Homère nous dit que le chant des sirènes conduisait les marins qui l'entendaient à la mort. Ulysse, quittant la magicienne Circé, apprend qu'il doit passer près des sirènes, et Circé lui donne 2 conseils pour éviter la mort. Le premier est de remplir les oreilles de ces marins de petites boulettes de cire, ce qui fait que les sirènes vont chanter, mais que les marins n'entendront pas le chant et vont donc survivre. Ulysse est un peu plus compliqué, il veut survivre, mais il veut entendre le chant, il veut le connaître. Et donc Circé lui conseille de se faire attacher au mât du navire, de telle manière qu'il puisse entendre le chant qui conduit à la mort, mais étant incapable d'agir et de bouger, il ne pourra pas faire ce qu'il faut faire, mais que Homère ne nous raconte pas, pour que répondre au chant des sirènes conduise à la mort, c'était peut-être plonger dans l'eau, peu importe. Donc c'est un mécanisme d'autodestruction, il faut entendre un signal et y répondre. Ulysse survit à sa rencontre avec les sirènes, et est le seul mortel à avoir entendu le chant des sirènes et avoir survécu. Et les biologistes, depuis la fin des années 60, utilisent les mêmes tours pour bloquer la mort des cellules, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, en empêchant la cellule de consulter ses informations génétiques et de fabriquer ses outils comme Ulysse attaché au mât, soit en bloquant la capacité de cellules à un moment donné dans un environnement qui conduira à leur mort à percevoir les molécules, les signaux qui vont les aboutir, et donc ce sont les bouchons de cire. Mais c'est pas comme ça, si on peut le faire, si les biologistes et maintenant la médecine expérimentale a commencé à agir de cette façon, c'est pas comme ça que le plus souvent le corps fonctionne, et la façon dont le corps fonctionne est décrite de manière allusive dans un autre mythe plus récent, qui est celui de l'expédition des Argonautes, dans laquelle Jason part à la recherche de la toison d'or, et il prend à son bord, nous dit l'histoire, le poète Orphée, qui chante magnifiquement bien et qui joue magnifiquement bien de la lyre. Et quand le bateau rejoint les sirènes se mettent à chanter, mais il est dit que Orphée se met lui aussi à chanter, et qu'en présence du chant d'Orphée, le chant des sirènes perd sa capacité à entraîner la mort. C'est ce qui se passe le plus souvent au cours des phénomènes normaux de contrôle de ces mécanismes de vie et de mort. Il y a des chants de sirènes qui parcourent en permanence le corps, et toute cellule exposée à ces chants des sirènes va déclencher son autodestruction, sauf si, au même moment ou un peu avant, un chant d'Orphée a retenti qui lui permet de fabriquer les outils qui l'empêcheront de s'autodétruire. Les notions les plus contemporaines, les plus actuelles, tendent à penser que non seulement il y a des chants de sirènes qui parcourent le corps, mais que les sirènes sont à bord du navire. Autrement dit, il y a à l'intérieur même de chaque cellule un chant qui va conduire à l'autodestruction, et seuls les contacts avec la collectivité vont permettre de faire office du chant d'Orphée. Comment est-ce que c'est mis en évidence ? Lorsque l'on sort les cellules de leur contexte et qu'on les isole, la seule chose qu'elles semblent capables de faire, c'est de s'autodétruire. Autrement dit, la collectivité est en permanence nécessaire pour permettre à chaque cellule de survivre. Ces phénomènes ont reçu aussi le nom de mort cellulaire programmée. Pourquoi ? En référence au programme de développement embryonnaire dans lequel elles jouent un rôle extrêmement important, et en référence à cette idée qu'il y avait un contrôle par les gènes, et donc il y avait un programme génétique qui permettait la réalisation de ces phénomènes.
Donc vous voyez que ces termes sont très imagés, très anthropomorphiques, suicide cellulaire, autodestruction, mort cellulaire programmée, altruisme cellulaire, la cellule qui se sacrifie au profit de la collectivité qui l'entoure, etc., etc. C'est un langage extrêmement métaphorique. L'évolutionniste, le biologiste Richard Lewontin écrivait récemment qu'on ne peut pas faire de la science sans utiliser un langage empli de métaphores. Les termes dont je vous parle ne sont pas des termes de vulgarisation utilisés dans la discussion entre les scientifiques et la société, ce sont les termes qui sont utilisés dans les publications scientifiques les plus sérieuses et dans lesquelles les phénomènes sont décrits. On ne peut pas utiliser un langage scientifique qui ne soit pas empli de métaphores. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on parle de quelque chose de nouveau, pour que ça soit compréhensible, il faut faire référence à des choses qu'on connaît déjà. Et donc on utilise des mots qui forcément font référence à des choses qu'on connaît déjà, mais qui forcément aussi, de ce fait, les trahissent. Et donc Richard Lewontin concluait sa phrase en disant « On ne peut pas faire de science sans utiliser un langage riche de métaphores, mais le prix à payer est une éternelle vigilance. » Autrement dit, à partir du moment où on sait que les mots ne disent jamais exactement ce qu'on veut ou pense leur faire dire, ça n'est pas gênant d'utiliser des mots qu'on puisse comprendre entre nous ou soi-même quand on les utilise. Alors pourquoi ces mots sont ambigus en dehors de leur résonance ? Le mot programme, vous savez que programme étymologiquement signifie préécrit. Et donc il entraîne et il favorise la confusion entre l'existence d'informations génétiques qui sont disponibles pour la cellule et les multitudes de façons qu'il y a à chaque instant d'utiliser ces informations. Autrement dit, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est programmé, prédéterminé, préécrit, c'est la potentialité pour une cellule de survivre ou de s'autodétruire en fonction de ses relations avec l'environnement. Ce n'est pas le destin individuel de cette cellule. Le terme de suicide cellulaire est ambigu, non seulement à cause de ses résonances philosophiques, mais parce qu'il entraîne et il favorise une confusion entre le fait que la cellule se détruit, mais que la décision de vivre ou de mourir ne dépend pas d'elle, mais de la collectivité qui l'entoure. Vous savez que cette association entre suicide et liberté que faisait Albert Camus et d'autres est aussi, même dans sa acception anthropomorphique extrêmement ambiguë, dans certaines circonstances et dans certaines sociétés, il y a un découplage complet entre le fait que quelqu'un se tue et le fait qu'il ait pris la décision de se tuer. Et le suicide de Socrate buvant la ciguë parce que la collectivité l'y a condamné illustre cet exemple. Donc, une vision qui, là encore, inscrit le destin de la cellule dans ses relations avec la collectivité qui l'entoure. Et puis, un dernier mot pour désigner ces phénomènes, qui est un mot, l'apoptose, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est tiré d'un mot qui, en grec ancien, désignait la chute des feuilles en automne ou la chute des pétales de fleurs, et qui donc fait référence à des phénomènes de mort naturels, inéluctables, physiologiques. Alors ce que ce terme décrit, ce n'est pas la manière, ce qui cause la mort des cellules ou leur vie, c'est la série de transformations que subit habituellement une cellule quand elle s'autodétruit. Et cette série de transformations correspond à une forme d'implosion et de fragmentation, c'est-à-dire que la cellule rétrécit, détruit les informations génétiques qu'elle contient, se découpe en petits ballonnets et donc disparaît d'une certaine façon en se découpant elle-même. Alors pourquoi ce terme est ambigu ? Il a l'air extrêmement objectif parce qu'il décrit une série de transformations observables. Il est ambigu parce qu'il a favorisé pendant des années une confusion entre la manière dont une cellule se tue et la nature, en gros, entre les outils dont elle a besoin pour subir toute cette série de modifications et les outils qui sont vraiment impliqués dans sa mort. Et on sait depuis quelques années que des cellules peuvent s'autodétruire de manière différente, autrement dit que les outils dont elles se servent pour subir ces transformations-là ne sont pas forcément les outils qui sont nécessaires et suffisants pour que la cellule puisse se tuer. En d'autres termes, il n'est pas facile de comprendre de manière intime et ultime ce qui cause la mort d'une cellule. De la même façon d'ailleurs que en clinique humaine, il est souvent difficile de comprendre quel est l'élément ultime qui va causer ou pas la mort d'un individu.
Il y a un autre point très important, enfin important en tout cas, c'est que avant même que cette cellule ait fini de se détruire, et elle le fait d'une manière qui évite que son contenu soit répandu à l'extérieur. Autrement dit, c'est une mort qui est discrète et qui ne laisse pas les cellules voisines, ce qui explique que des milliers de cellules nerveuses puissent mourir dans le cerveau d'un embryon sans que ça entraîne un champ de ruines alentour. Mais avant même que cette cellule se soit fait disparaître, elle va exprimer à sa surface un certain nombre de molécules qui permettront aux cellules voisines de l'ingérer alors qu'elle est encore vivante. Donc vous voyez encore une fois ce va-et-vient. La cellule est en train de s'autodétruire en fonction de ses relations avec la collectivité extérieure. Et au moment où elle se fait disparaître, elle émet aussi à sa surface des molécules qui permettent aux cellules voisines, qui donnent l'autorisation aux cellules voisines de la faire disparaître et de l'ingérer. Et donc vous avez un va-et-vient permanent entre la collectivité qui entoure la cellule et la cellule elle-même. Et c'est dans le cadre de cette intrication et de cette complexité que surviennent ces phénomènes d'autodestruction. Un dernier mot peut-être. Lorsqu'une cellule a disparu, le corps, l'organe, l'endroit dans lequel elle a disparu n'est pas forcément le même qu'avant qu'elle ne meure. Autrement dit, il y a dans ces phénomènes d'autodestruction une mémoire géographique de la mort qui a eu lieu. Ce que je vous montre ici, par analogie, c'est un épisode d'Alice au Pays des Merveilles, dans lequel Alice rencontre le chat du Cheshire, et elle discute avec ce chat qui parle, et puis au bout d'un moment, le chat disparaît, mais il disparaît de manière assez étrange, parce qu'il disparaît en commençant par le bout de la queue et en terminant par la tête. Et une fois qu'il a disparu, la seule chose qui reste dans l'arbre, c'est son sourire. Et Alice dit, j'ai souvent vu un chat sans sourire, mais un sourire sans chat, jamais. Et donc, d'une certaine façon, les cellules qui ingèrent, l'autodestruction est un phénomène actif. Autrement dit, pendant que la cellule s'autodétruit, elle peut émettre des molécules et des signaux dans son environnement. Et elle peut donc changer cet environnement qui va être différent de ce qu'il serait si la cellule n'était pas morte. La cellule qui ingère la cellule mourante peut aussi changer son fonctionnement de ce fait et sera différente de ce qu'elle serait si elle côtoyait des cellules vivantes. Et donc il y a une mémoire de la mort qui persiste, et ces phénomènes de mort ne conduisent pas simplement à la disparition de certaines composantes, ils modifient la façon dont la collectivité survivante va fonctionner après ces phénomènes de disparition. Ces phénomènes, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on sait que ces phénomènes d'autodestruction cellulaire ne jouent pas simplement un rôle essentiel dans le développement de l'embryon, mais continuent à jouer un rôle essentiel pendant toute notre existence. Pendant longtemps, il y a eu l'idée qu'ils étaient limités à cette période tout à fait extraordinaire et complexe qu'était le développement embryonnaire, et puis qu'une fois qu'on était né, les cellules se préoccupaient de vivre et ne se préoccupaient pas chaque jour d'essayer d'empêcher leur autodestruction. Nous savons que des dizaines de milliards de cellules meurent, s'autodétruisent chaque jour dans notre corps. Vous savez que Héraclite disait qu'on ne peut pas rentrer deux fois dans un même fleuve, et d'une certaine façon, notre corps est pareil à un fleuve, il n'est jamais tout à fait le même. Et d'une certaine façon, quand nous nous regardons et que nous avons la sensation de notre pérennité, vous savez que notre peau se transforme tous les quelques jours, même si elle nous donne la même sensation, nous sommes, bien qu'ayant ce sentiment de pérennité, à chaque moment en partie en train de mourir et en partie en train de renaître. Ces phénomènes de disparition et de renouvellement jouent un rôle extrêmement important dans notre pérennité. Il y a une autre notion qui est importante, c'est que les cellules qui persistent plus longtemps en nous sont aussi fragiles que celles qui disparaissent chaque jour, c'est-à-dire qu'elles ont besoin pour persister de trouver tous les 2-3 jours dans leur environnement les signaux moléculaires qui leur permettent de réprimer leur autodestruction. Ces phénomènes jouent un rôle important dans les adaptations du corps à des environnements changeants. Par exemple, quand nous changeons d'altitude, quand nous montons et que l'oxygène se fait plus rare,
les globules rouges qui transportent l'oxygène vont augmenter en nombre dans notre sang. Et donc on aura autant d'oxygène, bien qu'il y en ait moins, parce qu'il sera mieux fixé et véhiculé dans le corps. Ce n'est pas une production accrue de globules rouges que le manque d'oxygène provoque, c'est la répression de l'autodestruction d'une partie importante de ces globules rouges qui, chaque jour dans notre corps, sont produits et disparaissent. Autrement dit, la répression de la mort d'une cellule qui est déjà présente et qui va mourir permet de la faire apparaître de manière beaucoup plus vite que le fait de la faire naître. Donc il y a un pouvoir d'adaptation qui est extrêmement rapide. Il y a aussi des phénomènes qui, eux, sont des phénomènes réguliers, qui répondent à des horloges biologiques, comme par exemple les phénomènes de cycle menstruel dans lesquels les hormones de la puberté à la ménopause chez la femme, les hormones vont réprimer le déclenchement de l'autodestruction dans la muqueuse utérine, permettre la prolifération et la survie des cellules, et l'interruption au bout de 3 semaines de la sécrétion hormonale va provoquer l'autodestruction brutale d'une grande partie de ces cellules, en particulier les cellules qui composent les vaisseaux sanguins, entraînant l'apparition des règles. Donc vous voyez qu'il y a un rôle à la fois dans des phénomènes d'adaptation à l'environnement et dans des phénomènes cycliques et réguliers dans le corps, et ça aboutit à ce qu'on a appelé à ce qui a été nommé le contrôle social de la vie et de la mort, c'est-à-dire le fait que pendant toute notre existence, du développement embryonnaire jusqu'à la fin de notre vie, le destin de chaque cellule ne peut se concevoir, être compris, que dans le cadre de la collectivité, c'est-à-dire des relations qu'elle entretient avec la collectivité. Un dernier mot sur cette notion de contrôle social, ça n'est pas seulement... Vous voulez que je change ? Oui, oui. Ce n'est pas seulement un contrôle social qui lie chaque individu cellulaire à la collectivité qui l'entoure, c'est aussi un contrôle social à un autre niveau, je m'explique. Chaque cellule est elle-même une société hétérogène qui comporte des compartiments multiples et distincts. Le noyau, où sont présents les informations génétiques, les mitochondries, où est créée l'énergie, etc., etc. Et toute altération brutale à l'intégrité de cette société qu'est la cellule peut, de l'intérieur, faire surgir les signaux qui vont provoquer l'autodestruction. Ce qui lie la cellule à la collectivité qui l'entoure joue un rôle extrêmement important dans notre existence en tant qu'individu, en tant que collectivité intégrée. Ce qui lie la survie de la cellule à l'intégrité de sa société interne joue un rôle extrêmement important dans l'intégrité de notre corps, c'est-à-dire dans la disparition des cellules qui, par exemple, ont remanié leurs informations génétiques et qui sont devenues autres. Donc ces deux phénomènes jouent un rôle très important. Pour passer de ce point à un autre, depuis... Ah oui, un point encore avant que je passe à ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a véritablement des gènes qui contrôlent la vie et la mort de nos cellules? C'est une question compliquée parce que, étant donné que le destin de chaque cellule dépend de ses interactions avec la collectivité, il y avait toute une série de mutations génétiques qui avaient été mises en évidence au cours des années 60 et 70 et qui touchaient en fait des souris ou d'autres animaux, dans lesquels, au cours du développement embryonnaire, il y avait trop de morts ou pas assez de morts. Mais comment savoir si ces gènes jouaient véritablement un rôle dans les phénomènes d'autodestruction ou ne jouaient qu'un rôle dans cette cascade de signaux qui, indirectement, vont contrôler la vie et la mort. Et donc c'est un problème très complexe et quand un problème est complexe en science, souvent il est résolu par le fait d'avoir recours ou de faire un détour par un modèle plus simple. Et en biologie, les modèles plus simples sont souvent des organismes plus ancestraux, qui sont un peu plus simples que nous. Ce que vous voyez représenté ici, qui est un petit ver transparent, dont la divergence familiale entre la lignée qui nous a donné naissance et la lignée qui a donné naissance à ce petit ver contemporain se chiffre en centaines de millions d'années. Et c'est un petit ver qui a à peu près 1 millimètre de long et dont le corps entier ne contient qu'un peu plus de 1000 cellules. Son développement embryonnaire est beaucoup plus simple à suivre et à comprendre que celui, évidemment, d'une souris ou d'un être humain. Et à la fin des années 70, deux laboratoires américains ont commencé à se demander si
le développement embryonnaire de ce petit animal, qui a le joli nom de Caenorhabditis elegans, si le développement embryonnaire de cet animal ne permettrait pas de comprendre s'il y avait ou pas un contrôle génétique de la vie et de la mort au cours du développement embryonnaire. La première chose qui est apparue, c'est que 15% de cellules meurent au cours du développement embryonnaire de ce petit ver, et donc exactement comme chez tous les autres animaux, il y a des phénomènes de mort cellulaire. Ces phénomènes ressemblent à l'apoptose et les cellules mourantes sont ingérées par les cellules voisines. Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a des mutants qui par hasard présenteraient des variations? Et ces travaux ont abouti au cours des années 80. Si j'arrive à voir la diapo suivante. À l'identification de 4 gènes. D'abord à leur identification d'un point de vue conceptuel, et il y a moins de 10 ans, à leur identification moléculaire, c'est-à-dire à la découverte de leur nature réelle, de 4 gènes qui sont nécessaires et suffisants pour rendre compte de la vie ou de la mort de toutes les cellules de l'embryon de ce petit ver. Autrement dit, il ne s'agit pas de telle cellule qui reçoit tel signal, il s'agit de l'ensemble des cellules. En gros, de manière extrêmement simple, il y a un gène qui permet de fabriquer une protéine, un outil qui fait office d'exécuteur. Mais cet exécuteur est fabriqué sous une forme inactive et a besoin donc, pour être transformé en enzyme active, d'être lié par un autre outil qui est un activateur. Lorsque ces 2 gènes ou l'un ou l'autre de ces gènes sont absents, l'ensemble des cellules qui d'habitude meurent au cours du développement embryonnaire de Caenorhabditis elegans survivent et l'animal naît avec 15% de cellules en trop. Il y a un autre gène qui code pour un autre outil qu'on peut appeler un protecteur qui lui empêche la mort cellulaire au cours du développement embryonnaire, et il empêche la mort en fait en se liant à l'activateur et en l'empêchant d'activer l'exécuteur. Donc vous avez une espèce de jeu d'interrupteur qui concerne en fait la prise de cet intermédiaire. Lorsque ce gène est absent, toutes les cellules au cours du développement embryonnaire vont mourir, et donc rapidement il n'y a pas d'embryon. Beaucoup plus récemment, parce qu'il était passé inaperçu, il y a 4 ans a été découvert un 4e partenaire qui est une espèce de frère ennemi de ce protecteur, qui lorsqu'il se lie à lui, l'empêche de piéger l'activateur qui va déclencher l'autodestruction. Alors ce qui est intéressant, ce qui a été très intéressant de ces études génétiques, c'est la mise en évidence que l'absence d'exécuteur et l'absence de protecteur entraînait la survie de toutes les cellules au cours du développement embryonnaire. Autrement dit, l'animal naissait avec 15% de cellules en trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le protecteur n'est pas nécessaire à la vie en tant que telle. Il n'est nécessaire à la vie de ces cellules que parce qu'il empêche l'exécuteur de déclencher l'autodestruction. Il est nécessaire parce qu'il y a un exécuteur qui le fait. Alors on pense actuellement, mais ce sont des choses qui bougent vite, que ce petit module, ces 3 protéines, déterminent la vie et la mort, leur concentration respective à l'intérieur de chaque cellule détermine la vie ou la mort de ces cellules, et que ce frère ennemi est directement couplé en ce qui concerne sa fabrication à ce qu'on pourrait appeler les signaux privés que reçoit chaque cellule dans le corps. C'est une cellule nerveuse, elle va recevoir tel signaux de ses voisins. C'est une cellule musculaire, elle va recevoir tel signaux. Ça va jouer sur la quantité de frères ennemis qui est fabriquée, et donc ça va retentir sur ce module qui, lui, est universel. Vous voyez en fait que la vie et la mort de toutes les cellules d'un tout petit embryon, d'un petit animal, peuvent être expliquées à l'aide d'un module extrêmement simple, 3 protéines. Mais vous voyez aussi que le concept même de programme est complexe, puisque pour que la cellule vive ou meure, ça dépend de la quantité de ces 4 partenaires. Ce n'est pas simplement l'existence ou pas des gènes qui permettent, c'est combien il y en a. Et combien il y en a, ça dépend des interactions de la cellule avec la collectivité. Donc on retrouve cette idée d'interaction permanente, mais cette fois à l'intérieur des relations même entre les outils. Une des surprises, à partir d'il y a 9 ans, a été de s'apercevoir pas grand monde ne s'intéressait en fait à ce qui détermine la vie ou la mort des cellules d'un embryon, d'un petit ver transparent d'1 millimètre de long. Par contre, quand il y a 9 ans, il est apparu que ces gènes et ces protéines avaient des parents dans notre corps et dans le corps des mammifères, c'est devenu évidemment beaucoup plus intéressant. Et
il y a donc une conservation à travers le temps de ces mécanismes et des parents de l'exécuteur, de l'activateur, du protecteur et de son antagoniste sont présents dans nos gènes et dans notre corps. Ce qui se passe souvent au cours de l'évolution, quand il y a conservation, en général quand les gènes et les outils sont conservés, on considère que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que les espèces n'ont pas pu faire l'économie d'essayer des variations sur ces thèmes. Ce qui se passe souvent, c'est l'apparition d'une diversification. Et donc, il y a un cousin de l'exécuteur dans nos gènes, mais il n'y a pas qu'un cousin, il y en a 15 connus aujourd'hui. Il y a un cousin du protecteur et de son antagoniste, mais il n'y en a pas un, il y en a plus d'une vingtaine. Et donc, il y a conservation sur le thème de ce contrôle, de cette architecture de contrôle de la vie et de la mort, mais il y a une diversification considérable qui fait que ce modèle, par sa simplicité, a permis d'entrevoir les règles qui peuvent s'appliquer à un contrôle génétique de la vie et de la mort, mais qu'elles ne reflètent que de manière extrêmement imprécise ce qui se passe dans les cellules de notre corps, et de manière schématique, autant il n'y a qu'une façon de mourir connue aujourd'hui dans un embryon de Caenorhabditis elegans, autant la manière dont une cellule de notre cerveau, une cellule de notre foie ou une cellule de notre peau s'autodétruit va emprunter des voies, des chemins moléculaires qui vont être différents. Donc, une complexité considérable. Le point que je voulais évoquer tout à l'heure, l'importance de ces phénomènes au niveau du fonctionnement normal de notre corps, la découverte de l'existence de gènes qui permettaient aux cellules de contrôler leur vie et leur mort par leur utilisation, a amené à l'idée, à la découverte il y a à peu près une dizaine d'années, que le dérèglement de ces phénomènes pourrait jouer un rôle important dans les maladies. Autrement dit, si c'était capital pour que nous vivions normalement, eh bien peut-être que si ça se déréglait, ça pourrait expliquer certaines ou un grand nombre des maladies. Et c'est ce qui s'est produit depuis 10 ans. Donc il y a toute une série de maladies, je dirais que la plupart des maladies, depuis quelques années, ont été ou sont en cours de réinterprétation à l'aide de cette nouvelle grille de lecture. S'agit-il de maladies dans lesquelles il y a un problème de contrôle de l'autodestruction, soit qu'il y en ait trop, soit qu'il n'y en ait pas assez, et il y a des nouvelles approches thérapeutiques au niveau expérimental chez l'animal auxquelles ça a donné naissance. De manière extrêmement simple, il y a deux situations. Dans une situation, il y a trop peu de cellules. Il y a beaucoup de maladies dans lesquelles nous perdons un nombre excessif de cellules. Les maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les scléroses latérales amyotrophiques, des maladies infectieuses, le sida, d'autres, des maladies qui sont causées par des caillots sanguins, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, sont des maladies où de manière chronique ou aiguë, des cellules disparaissent anormalement. Jusqu'il y a quelques années, l'idée était que si ces cellules disparaissaient, c'est qu'elles étaient détruites par quelque chose. Une protéine anormale, un microbe, un manque d'oxygène. Et ce qui est apparu depuis quelques années, c'est que dans un grand nombre de ces cas, si ce n'est la quasi-totalité, ce qui cause la disparition de la cellule n'est pas quelque chose qui détruit mécaniquement la cellule, mais quelque chose qui change sa capacité à percevoir les signaux moléculaires qui lui permettent de réprimer son autodestruction, ou quelque chose qui change l'émission même de ces signaux. Et donc, chez l'animal, dans un certain nombre de modèles qui reproduisent ces maladies, des interventions qui visent soit à bloquer les exécuteurs dont je vous ai parlé, soit à augmenter la fonction, l'effet des protecteurs dont je vous ai parlé, empêchent la mort des cellules dans ces circonstances et empêchent le déclenchement de la maladie, ce qui montre que la maladie n'est pas obligatoirement due au dérèglement qui provoque l'autodestruction, mais plutôt à l'autodestruction que ces dérèglements causent. Vous savez que depuis quelques années est apparue l'extraordinaire plasticité des cellules de notre corps, autrement dit la présence de cellules souches à l'intérieur de tous nos organes, y compris le cerveau, qui sont capables, dans certaines circonstances, de donner naissance à des cellules nouvelles. Et donc, une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure certaines de ces maladies sont des maladies qui touchent aussi ces capacités de régénération. C'est-à-dire que s'il y a trop de cellules qui disparaissent, ce n'est pas seulement parce qu'il y a trop de cellules qui s'autodétruisent, mais c'est peut-être parce que les cellules qui devraient les remplacer sont elles aussi en train de disparaître. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut changer
la survie de ces cellules dans un environnement qui normalement ne s'y prête pas. La deuxième circonstance, de manière très schématique, ce sont des circonstances où il y a trop de cellules, et l'exemple le plus spectaculaire, c'est les cancers. De manière simple et de manière classique, l'idée était qu'il y a trop de cellules dans le cancer parce que les cellules prolifèrent trop, font trop de petits. Et donc c'est une population qui s'accroît. Et puis, depuis quelques années, est apparue l'idée, puis des évidences, indiquant que une des raisons pour lesquelles des cellules peuvent s'accroître, ce n'est pas forcément parce qu'il y en a trop qui sont produites, mais parce qu'elles refusent de disparaître dans des circonstances où normalement elles s'autodétruisent. Autrement dit, le nombre d'une population cellulaire est déterminé par la résultante de la production de ces cellules et de leur autodestruction. On peut augmenter un nombre de cellules en produisant trop, mais on peut augmenter aussi un nombre de cellules en empêchant qu'elles disparaissent. Et ça donne une nouvelle notion, une nouvelle résonance à la notion assez floue d'immortalité des cellules cancéreuses. Aujourd'hui, on considère que les cellules cancéreuses ne sont pas immortelles. Elles sont simplement moins mortelles que des cellules normales parce qu'elles ont perdu une partie des mécanismes de contrôle qui leur permettent de s'autodétruire dans les circonstances normales. Et donc l'idée, c'est qu'elles deviennent moins mortelles avant de commencer à être fécondes, pour toute une série de raisons qui seraient assez longues un peu plus longues à développer, et que donc elles deviennent en gros moins mortelles avant de faire des petits, et que si elles sont moins mortelles, alors les petits qu'elles feront dans des circonstances anormales seront aussi chacun moins mortels. Il y a un deuxième point qui est important, c'est que vous savez qu'une des complications majeures du cancer, c'est pas simplement la croissance de la tumeur, c'est ce qu'on appelle les métastases, c'est-à-dire la capacité de certaines cellules à voyager, à coloniser d'autres organes. La raison pour laquelle la prolifération continue de cellules n'est pas en soi une cause de cancer. Vous savez que, heureusement, quand tout va bien, notre moelle osseuse, la couche profonde de notre peau, la couche profonde de nos intestins, produit en permanence des cellules. Et ce n'est pas pour ça que ces cellules sont cancéreuses. Ces cellules voient leur nombre et leurs propriétés régulées par la régulation de l'autodestruction. Le problème fondamental n'est pas que des cellules ne voyagent pas dans le corps. Chaque fois qu'on a une plaie ou une inflammation ou un vaisseau sanguin qui est coupé, il y a des cellules de la peau qui peuvent commencer à rentrer dans le sang et aller ailleurs. La raison pour laquelle il n'y a pas de cellules de la peau qui s'installent d'habitude dans le cerveau, c'est que privées de leur environnement habituel, elles ne trouvent pas les signaux moléculaires qui leur sont nécessaires pour réprimer leur autodestruction. Et donc la répression d'un certain nombre de mécanismes de contrôle de la mort permet à des cellules de migrer, non pas parce qu'elle leur donne la capacité de voyager, mais parce qu'elle leur donne la capacité de survivre loin de leur tissu d'origine et de s'implanter dans un environnement non hospitalier. Donc l'idée que ce dérèglement des phénomènes de contrôle de la mort joue un rôle important dans la croissance et dans la dissémination des cancers, et qui aboutit, là aussi, ça serait un peu long à développer, à de nouvelles approches et de nouvelles conceptions thérapeutiques. Il y a d'autres circonstances dans lesquelles il y a une anomalie du contrôle de la vie et de la mort, sans qu'on le voie forcément par une anomalie de nombre de cellules. Je m'explique. Et souvent, ça a conduit à penser qu'il n'y avait pas de problème avec la régulation de la vie et de la mort, puisqu'il n'y avait pas trop de cellules ou pas assez. Vous pouvez avoir des cas où le nombre de cellules reste constant, mais où la vitesse de disparition et de renouvellement a profondément changé. Si cette vitesse de disparition et de renouvellement est accélérée, vous pouvez avoir dans certains organes dans lesquels la mémoire est importante, comme le système immunitaire ou le système nerveux, un nombre normal de cellules, mais ces cellules ne sont plus capables de faire la même chose que les cellules qu'elles ont remplacées. Et donc, quand on regarde ça, on pense qu'il y a des anomalies, les cellules ne se comportent pas normalement, au lieu de penser que c'est simplement plus la même population qui est là. Inversement, lorsque les mécanismes de disparition et de renouvellement sont retardés ou ralentis, vous pouvez avoir des organes qui changent leur manière de fonctionner parce qu'ils ont duré beaucoup plus longtemps, leurs cellules ont duré beaucoup plus longtemps que d'habitude, et donc elles se mettent à fonctionner d'une manière qui n'est pas habituelle. Il y a un autre élément que je voudrais évoquer qui est important et qui, lui, concerne les relations avec les microbes. Là encore, les phénomènes de mort jouent un rôle très important si maintenant on s'imagine l'univers des microbes invisibles qui nous entourent et les contacts qu'ils ont avec nos cellules à la même échelle microscopique.
S'autodétruire en réponse à la présence d'un microbe est une forme de défense très efficace pour les êtres vivants. Au niveau des plantes, dans lesquelles depuis une dizaine d'années les phénomènes de suicide cellulaire ont été découverts, pendant longtemps on a cru que c'était une propriété des animaux et pas des plantes, ces phénomènes qui ont reçu le nom d'hypersensibilité se traduisent par des trous, des petits trous, à l'endroit où le microbe s'est implanté sur la feuille. Et c'est une forme de stratégie de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les cellules infectées et au voisinage meurent dès que pénètre le microbe, eh bien le microbe ne trouve pas ce qu'il lui faut pour pouvoir se multiplier. Et donc les plantes qui ont ces phénomènes sont contrôlés par des gènes, et les plantes qui font facilement des trous en réponse à la présence d'un microbe sont très bien protégées contre les infections. Alors inversement, ont été découverts chez les insectes, puis chez les mammifères et l'homme, ce qu'on peut appeler des phénomènes de contre-attaque. C'est-à-dire que, et ça a été le premier découvert, un virus d'insecte s'est avéré avoir deux gènes, peu importe les noms, dont le seul effet visible est d'empêcher l'autodestruction d'une cellule dans laquelle le virus rentre. Donc le virus rentre, la cellule s'autodétruit, mais il y a deux protéines du virus qui bloquent cette autodestruction. C'est important parce que quand de manière artificielle on enlève, ou de manière spontanée, ça se produit par hasard, on enlève ces gènes du virus, le virus ne peut pas se propager dans l'insecte parce que dès qu'il rentre dans une cellule, la cellule disparaît. Et donc l'idée c'est que ces phénomènes de défense et de contre-attaque ont évolué. Actuellement, la quasi-totalité des virus humains possèdent des gènes qui ont été identifiés, dont un des effets est de bloquer l'autodestruction des cellules qui les infectent. Donc ça donne une notion de l'évolution de ces programmes dans un contexte assez général d'un point de vue évolutif, qui est un contexte qui a été proposé il y a une trentaine d'années par un évolutionniste qui s'appelle Van Valen, qui a utilisé la métaphore de la reine rouge. On est encore dans Alice, mais cette fois de l'autre côté du miroir. Et Alice est pris par la reine rouge dans une course qui dure très très longtemps et qui est très épuisante. Et quand Alice s'arrête de courir avec la reine rouge, Alice est très surprise parce qu'ils sont exactement au même endroit que l'endroit dont ils sont partis. Et donc Alice dit, c'est un pays bizarre parce que chez moi, quand on court pendant longtemps aussi vite, on arrive très loin. Et la reine lui dit, c'est un pays très lent d'où tu viens, parce qu'ici, il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où on est. Et donc la théorie de Van Valen, qui a joué un grand rôle dans l'évolution, c'est qu'une grande partie des innovations de l'évolution au cours des espèces au cours de l'évolution ne sont pas dues à l'acquisition d'un avantage, comme on le pense souvent, particulier, mais sont simplement apparus et ont été maintenus parce qu'ils permettaient de contrebalancer un avantage qui était apparu, une modification qui était apparue par hasard chez des proies ou des prédateurs. Autrement dit, si une gazelle court plus vite, ça lui permet d'échapper à un lion. Ça peut être très gênant, une gazelle qui court vite, ça peut lui dépenser beaucoup d'énergie, ça peut la fatiguer, ça peut la rendre malade, ça peut la faire vivre 2 ans de moins que d'habitude, mais ça lui permet d'éviter le lion. Bon. Si le lion, à ce moment, réussit à trouver par hasard une stratégie qui lui permet de rattraper quand même la gazelle, ça peut n'avoir aucun avantage, mais ça lui permet de continuer à manger. Et donc cette idée de la course de la reine rouge, c'est qu'une grande partie des innovations de l'évolution ne se mesurent pas et ne peuvent pas se comprendre en termes d'avantages intrinsèques, mais simplement d'adaptation perpétuelle aux changements aléatoires des autres. Et donc ce que je vous montrais tout à l'heure à propos des stratégies d'utilisation de l'autodestruction comme mécanisme de défense et des contre-attaques qui sont apparues par hasard chez les virus et les agents infectieux est du même ordre et est une des approches qui permet de comprendre l'extraordinaire sophistication apparemment inutile des mécanismes qui, dans les cellules de notre corps, contrôlent ces phénomènes de vie et de mort, parce qu'une des raisons pour lesquelles il y en a tellement, et c'est tellement sophistiqué, c'est que leur apparition a pu permettre d'échapper à la contre-attaque de tel virus en créant de nouveau une contre-attaque. Le dernier point que je voudrais évoquer est le suivant. Si j'arrive à voir la diapositive suivante, je sais pas, ça va de moins en moins vite. Voilà. Alors, et c'est la suivante, c'est quelle que soit la manière dont cette capacité à s'autodétruire a évolué, comment se fait-il que nos cellules la possèdent? Et c'est une question qui a longtemps, enfin pendant un certain temps, été négligée à cause
du langage extrêmement scientifique, extrêmement anthropomorphique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à force d'utiliser des concepts et des termes comme suicide cellulaire, mort programmée, altruisme cellulaire, etc., on finit par avoir une vision empreinte de finalisme et on se dit qu'au fond, ça rend un tel service, c'est tellement important que c'est sans doute apparu, en gros, même si on sait qu'évolutivement ça n'a pas de sens, pour permettre les capacités de notre corps. Alors vous savez que quand on est confronté à une propriété un peu mystérieuse de nos cellules ou de notre corps, il vaut mieux en général, ou en tout cas ça a fait la preuve d'être plus efficace, se demander non pas quel est son rôle apparent aujourd'hui, à quoi elle nous est utile, à quoi elle nous sert, mais plutôt se demander quelle est son origine, c'est-à-dire quand elle est apparue et comment elle est apparue. Lucrèce, déjà ça a été oublié jusqu'au milieu du XIXe siècle, Lucrèce disait déjà que nos organes n'ont pas été créés en vue de nos besoins, ils ont été créés avant que leur usage ne puisse se manifester. Mais c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Et donc pendant longtemps, l'idée a été que ne peuvent s'autodétruire que les cellules des animaux et des plantes complexes, parce que ça joue un rôle tellement important que ça fait partie en fait de l'émergence de la complexité. En gros, c'est quelque chose qui est lié à la complexité dans l'évolution. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la totalité des animaux qui ont été étudiés ont des cellules capables de s'autodétruire et la totalité des plantes qui ont été étudiées ont des cellules qui sont capables de s'autodétruire. Mais si vous allez sur l'arbre, ou plutôt les buissons de l'évolution, on sait que toute une série d'organismes dits unicellulaires ont aussi cette capacité et que des bactéries, qui sont les formes de vie les plus ancestrales, ont aussi cette capacité. Ce que je vous montre ici, ce sont certaines bactéries, des myxobactéries, qui ont la propriété, quand l'environnement leur devient défavorable, ce sont des petites colonies de cellules qui vivent ensemble, de s'agréger et de former des espèces de corps multicellulaires, mais qui, contrairement au corps d'un animal ou d'une plante, vont être transitoires. Ils vont durer un moment, et puis ils vont se défaire. Ces corps peuvent prendre des formes très belles, comme ces arbres, ou comme celle-là. Il y a une particularité dans ces arbres que je vous montre, c'est que le tronc et les branches sont formés de cellules qui se sont autodétruites et dont les corps, dont les cadavres sont restés intègres, et que au sommet de ce tronc sont ces espèces de fleurs qui sont des bactéries qui se sont transformées en spores, c'est-à-dire en cellules capables de résister sans quasiment utiliser d'énergie pendant des années ou peut-être des centaines de milliers d'années. Donc vous voyez que même au niveau de ces organismes extrêmement ancestraux, un contrôle social de la vie et de la mort dans certaines circonstances permet, dans des circonstances défavorables, à une partie de la collectivité de survivre aux dépens de la mort prématurée d'une autre partie de cette collectivité. En gros, la capacité de s'autodétruire est quelque chose qui est ancré de manière universelle dans le vivant, et la question est de nouveau comment est-ce que ça a pu apparaître, ce que je vais essayer d'évoquer extrêmement vite, en vous montrant qu'il y a en gros deux façons de concevoir l'émergence de ces phénomènes d'autodestruction au cours de l'évolution. La première fait remonter l'apparition de ces mécanismes dans les combats des bactéries pour leurs ressources. La plupart des bactéries, lorsqu'elles sont confrontées à des bactéries d'une autre espèce, luttent contre ces bactéries en sécrétant une arme qui est une toxine, et elles peuvent survivre à l'arme qu'elles sécrètent parce qu'elles fabriquent un antidote qui bloque l'effet de cette toxine et qui, lui, ne sort pas de la cellule. Et donc on peut imaginer, en fait, vous voyez qu'il y a un exécuteur et qu'il y a un protecteur. La différence, c'est que l'exécuteur tue l'autre et passe soi, et que le protecteur protège soi. On peut imaginer d'une certaine façon que l'origine des outils et des mécanismes génétiques qui permettent l'autodestruction ont émergé, en gros, comme des outils de meurtre qui se sont petit à petit adaptés. La situation est un tout petit peu plus complexe si on rend ces bactéries transparentes et qu'on se demande quels sont les gènes qui permettent de fabriquer ces toxines et ces antidotes. À ce moment, on s'aperçoit que ces toxines et ces antidotes ne sont pas fabriqués par les gènes de la bactérie, mais par des gènes d'agents infectieux, des espèces de petits virus qu'on appelle des plasmides, et que, en fait, ça permet à ces plasmides, qui ont par hasard ces gènes, d'infecter de manière extrêmement efficace une colonie. Pourquoi ? Parce que la bactérie infectée va tuer non seulement plus tard les bactéries d'une autre espèce qui ne sont pas infectées par le même agent infectieux, mais tous les voisins qui ne sont pas infectés.
Et donc vous aurez rapidement 100% de la colonie qui est infectée, non pas parce que l'agent infectieux se propage très vite, mais parce qu'il entraîne l'élimination de tous ceux qui ont résisté à l'infection. Et donc on voit ici en fait qu'on est à quelque chose qui est un peu à cheval entre la reine rouge dont je vous parlais tout à l'heure, des conflits entre agents infectieux, prédateurs et proies, et puis quelque chose qui va entraîner la disparition, et donc qui va entraîner d'une certaine façon une symbiose, c'est-à-dire une association stable. Vous savez qu'on appelle d'habitude symbiose, ou on pense d'habitude que symbiose veut dire mise en commun d'intérêts. Mais une symbiose peut très bien résulter d'une incapacité de se débarrasser du partenaire. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Si par hasard cette cellule arrive à se débarrasser de son partenaire, elle va être tuée par la voisine, qui, elle, est toujours infectée. Autrement dit, ces gènes non seulement permettent à un agent infectieux de coloniser l'ensemble de la colonie, mais ils empêchent temporellement tout retour en arrière, ou en tout cas ils le rendent difficile. Alors une variation sur ce point. Un certain nombre de ces agents infectieux codent toujours pour ces toxines et ces antidotes, mais il y a une petite différence, c'est que la toxine et l'antidote restent dans la cellule, rien ne sort. La toxine va durer un certain temps, et l'antidote va durer moins longtemps parce qu'il va être découpé par une enzyme de la bactérie. Et donc en fait, la bactérie infectée ne peut survivre que parce qu'elle est toujours en train en permanence de refabriquer de la toxine et de l'antidote et que les deux sont en équilibre. Qu'est-ce qui se passe si la bactérie arrive à se débarrasser de cet agent infectieux? Elle cesse de fabriquer la toxine, elle cesse de fabriquer l'antidote. La toxine persiste, l'antidote est détruit et la cellule meurt. Vous voyez qu'on est passé d'un instrument de meurtre de l'autre à un instrument d'autodestruction si on considère que cette entité formée par un agent infectieux et une bactérie est un individu. Cette collectivité, cette symbiose s'autodétruit si l'un des partenaires quitte l'association. Et donc on est devant quelque chose qui est très proche dans le cadre d'un conflit entre des agents infectieux et leurs proies, de quelque chose qui sont les programmes d'autodestruction que nous connaissons dans nos cellules. Et puis il y a un point encore plus semblable qui a été montré il y a 6 ans, qui est que dans certaines bactéries, cette toxine et cet antidote sont présents cette fois dans les gènes de la bactérie et il n'y a plus l'agent infectieux. Et l'idée, c'est qu'à un moment de son évolution, le seul moyen qu'une bactérie a pu trouver pour se débarrasser de cet agent infectieux sans disparaître, c'est quand par hasard, elle a réussi à kidnapper ses gènes. Et donc elle peut à ce moment se débarrasser de l'agent infectieux. Elle est tout le temps en train de fabriquer cette toxine et cet antidote elle-même. C'est une espèce de programme sans utilité. Elle fabrique ce qui risque de la tuer, elle fabrique ce qui l'en empêche, et elle ne continue à vivre que parce qu'elle fabrique les deux. Seulement, dans certaines de ces bactéries, ce qui a été mis en évidence, c'est que lorsque l'environnement devient défavorable parce qu'il manque, je m'excuse pour l'anglais, certains éléments nutritifs, certains sucres, certains autres composants, à ce moment, la bactérie va répondre à cette diminution de nourriture dans l'environnement par des signaux qui vont aboutir à bloquer la capacité d'utiliser ces informations génétiques. La bactérie cesse donc de fabriquer la toxine et l'antidote. La toxine persiste, l'antidote est détruit, la bactérie se tue. Vous voyez ici quelque chose qui, là, est un programme d'autodestruction couplé aux interactions entre la bactérie et son environnement. Et un certain nombre de travaux suggèrent que ces phénomènes régulés d'un point de vue collectif favorisent la survie des colonies. Pourquoi? Parce que dans des conditions où il n'y a pas assez à manger et où tout le monde va finir par mourir de famine, la mort prématurée d'une partie de ces bactéries qui s'autodétruit va non seulement donner plus de nourriture à d'autres, puisque s'il y a moins de bactéries vivantes, il y a plus à manger, mais ces bactéries qui s'autodétruisent vont elles-mêmes servir de nourriture aux bactéries survivantes qui vont les ingérer. Et donc vous voyez que cette idée d'interaction entre des agents infectieux et de symbiose progressive permet d'expliquer comment progressivement ces mécanismes d'autodestruction se diversifient et s'ancrent dans le vivant. Je vous rappelle que les mitochondries qui permettent dans chacune de nos cellules de produire de l'énergie sont des descendants de bactéries que nos cellules, il y a
de milliards d'années ont ingéré. Et que donc on peut imaginer cette série de symbioses. Je voudrais terminer en évoquant une autre façon d'imaginer l'origine de ces phénomènes d'autodestruction qui me paraît plus séduisante parce que plus simple, que j'ai appelée l'hypothèse du péché originel et qui postule que la capacité de s'autodétruire est une propriété ancestrale de la vie, qui est aussi ancienne que l'apparition de la vie et sur laquelle tout ce que je viens de vous montrer n'a permis que de faire des variétés, des gammes de raffinement. En d'autres termes, l'idée est que la capacité de s'autodétruire est la rançon de la capacité de s'auto-organiser. L'idée est que tout outil qu'une cellule utilise, peut-être depuis que les premières cellules existent, est un outil potentiellement dangereux s'il n'est pas contrôlé par un autre outil qui en freine l'activité. Et que donc, dès le départ, parmi tous les outils qu'une cellule utilise pour vivre, pour se multiplier, etc., il y a des exécuteurs potentiels et des protecteurs qui réfrènent leur action. Et puis qu'ensuite, donc, que les cellules meurent de manière stochastique, par hasard, parce que ça se dérègle. Et que ce qui se passe, c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé pour l'évolution de la diversité génétique. Vous savez que les gènes ne peuvent pas être maintenus à l'identique parce qu'il y a des agressions permanentes de l'extérieur et que d'un autre côté, il y a des erreurs qui se passent quand on les duplique, quand une cellule se multiplie. Et donc, ce qui s'est passé au cours de l'évolution, c'est l'apparition de mécanismes aléatoires qui ont visé à renforcer la réparation des gènes pour qu'ils restent le plus identiques de génération en génération à ce qu'ils étaient avant. Et en même temps, de manière paradoxale, des phénomènes qui ont pour effet d'augmenter la diversité des gènes, recombinaison jusqu'à la sexualité et d'autres mécanismes, parce que dans certaines circonstances, il a été favorable qu'une population puisse être diverse quand l'environnement a changé. Et donc l'idée, c'est que ces mécanismes de mort cellulaire, d'autodestruction, ont évolué de la même façon, d'un côté par la fabrication et la sélection aléatoire d'exécuteurs et de protecteurs de plus en plus efficaces, et puis d'un autre côté, et donc par la répression de ces mécanismes d'autodestruction, et d'un autre côté, par la mise en place de mécanismes qui permettent de les déclencher et de les amplifier, parce que rétrospectivement, il a été utile, dans certaines circonstances, aux collectivités cellulaires, d'être capables de s'autodétruire. Ça a des implications non seulement théoriques, mais aussi pratiques. Ça suggère qu'il n'existe peut-être pas de programme génétique de mort cellulaire en tant que tel. Autrement dit que 20 ans ou 30 ans de recherche, d'identification de gènes dont l'effet d'utilisation des informations a comme seule conséquence de contrôler la mort est peut-être une illusion si en fait ce qui s'est passé, c'est que la vie a puisé dans un répertoire de gènes et d'outils qui lui servent à toute une série d'activités essentielles pour aussi être capable, dans certaines circonstances, de déclencher la mort prématurée. Il y a un certain nombre de travaux récents qui suggèrent qu'il n'y a pas un seul outil impliqué dans l'autodestruction auquel on ne trouve pas, depuis 2 ou 3 ans, un autre effet important dans d'autres circonstances où la cellule vit. Donc il est possible, en fait, que ce vers quoi on débouche, c'est, pour reprendre l'intitulé du séminaire, c'est une intrication fondamentale entre les mécanismes génétiques et les outils qui permettent la vie et ceux qui permettent la mort prématurée. Et que la vie s'est débrouillée, en fait, pour utiliser à tel effet ou tel autre. Une question simplement avant de terminer, qui est: est-ce que ces relations qu'entretiennent nos cellules et l'ensemble des cellules sans doute du monde vivant avec la mort prématurée jouent aussi un rôle dans la longévité des individus? Autrement dit, est-ce que le vieillissement est simplement dû à des phénomènes inévitables d'usure, comme une falaise qui est battue par la mer, ou est-ce que le vieillissement est aussi un phénomène d'une certaine manière de mort prématurée et d'autodestruction? La deuxième question, c'est: est-ce que, si tel est le cas, les mécanismes qui contrôlent la vie et la mort de nos cellules sont aussi impliqués dans le contrôle de notre longévité? Et il y a toute une série d'éléments qui montrent actuellement, premièrement, que la longévité est d'une très grande plasticité. Là où on pensait qu'il y avait des frontières naturelles qui étaient infranchissables, des modifications d'un seul gène permettent à des animaux de vivre plus longtemps jeunes ou de vieillir prématurément. D'autre part, que le vieillissement
et en gros la mort de vieillesse, qu'on croyait, comme l'autodestruction, mais depuis beaucoup plus longtemps, un prix payé à la complexité, c'est-à-dire nous, formés de beaucoup de cellules, nous vieillissons et nous mourrons, mais les organismes unicellulaires comme les bactéries et les levures sont d'une éternelle jeunesse tant qu'elles ne se font pas tuer, eh bien il semble que l'origine du vieillissement soit aussi ancienne que l'origine de la capacité de s'autodétruire, et des colonies de levures, par exemple, ne sont pas des colonies dans lesquelles chaque cellule se dédouble et devient deux, mais dans celles où c'est facile à étudier parce que la mère est plus grosse que la future cellule fille à laquelle elle va donner naissance. La mère donne naissance à une dizaine de cellules filles, et puis elle devient stérile et disparaît. Donc il est possible que d'une certaine façon, ces phénomènes de vieillissement soient extrêmement anciens, et qu'il y ait entre une cellule qui vieillit à mesure qu'elle donne naissance à des cellules qui sont plus jeunes pendant un temps et plus fécondes, entre une partie d'une collectivité cellulaire qui meurt prématurément au profit de la survie d'une autre partie, entre un corps qui vieillit et qui a la capacité de donner naissance à des corps plus jeunes, il est possible qu'il y ait une forme d'asymétrie qui soit comme autant de variations sur le même thème, c'est-à-dire des phénomènes de mort prématurés qui permettent de construire des entités nouvelles. Et donc, il est possible que, en gros, pour dire les choses de manière simple, ce qui nous fait vieillir et mourir prématurément, et ce qui fait vieillir ou mourir prématurément nos cellules, soit intrinsèquement lié aux mécanismes qui leur ont et qui nous ont permis auparavant d'apparaître. Et que donc, au fond, nous payons le prix de mécanismes dont nos ancêtres ont payé le prix, avec comme conséquence l'apparition de ce qu'on appelle d'ailleurs, pour terminer, de ce à quoi on donne un nom dont nous ne connaissons pas la signification moléculaire, mais qui est fascinant à tous les niveaux, qu'il soit cellulaire ou qu'il soit celui de l'individu, qui est le nom de la jeunesse. C'est-à-dire que la grande question, c'est comment une cellule, un individu, est capable non seulement de se reproduire, mais de donner naissance à quelque chose qui est plus jeune et plus fécond que cet individu lui-même. Je voudrais terminer en citant Emmanuel Levinas, pour vous dire que Emmanuel Levinas écrivait qu'il faut penser la mort non pour la rendre inoffensive ou pour la justifier ou pour promettre la vie éternelle, mais pour essayer de comprendre le sens qu'elle confère à l'aventure humaine, et que d'une certaine façon, en biologie, à un autre niveau, une des questions, c'est de comprendre le rôle que la mort a pu jouer dans l'évolution du vivant, et d'essayer de comprendre jusqu'à quel point un jeu qui est aveugle, qui est contingent, comme tout ce qui joue un rôle important dans l'évolution, mais qui est de plus en plus complexe et sophistiqué avec la mort, c'est-à-dire avec sa propre fin, a pu être un élément essentiel dans la capacité de la vie de voyager à travers le temps et à donner naissance à la jeunesse et à la diversité. Merci.